Merci beaucoup. Donc, changement de salle, de ambiance. On va parler des hormonothérapies de nouvelle génération dans la prise en charge des cancers de la prostate avancée. Voilà mes nombreux liens d'intérêt et s'il y a des laboratoires qui sont intéressés, je suis disponible. Le cas clinique, voilà, c'est un cas clinique qui est un petit peu différent sur les traitements hormonaux. Vous allez voir qu'en fait, les lignes de ces traitements-là sont en train de remonter et c'est une des raisons pour lesquelles les urologues doivent vraiment s'intéresser à tous ces traitements. Donc voilà, c'est un patient de 59 ans. On a mis le cas clinique en 2017. Je vous expliquerai pourquoi après. Anesthésiste, ça on l'a fait juste pour se faire plaisir. PSA à 19 nanogrammes par millilitre, toucher rectal T2 droit franc, une IRM qui confirme ce diagnostic clinique, bien sûr toujours toucher rectal, qui est bien sûr plus précis que les autres examens. Ça, c'est pour mes internes. Biopsie prostatique, on fait à l'époque le protocole qu'on ne fait plus aujourd'hui, puisque normalement, il aurait 12 biopsies, plus au moins 2 centrées sur la zone suspecte. Et on retrouve de l'ISUP4. Voilà. On lui fait le bilan de l'époque. C'est pour ça qu'on l'a mis en 2017. Scintille osseuse, scanner TAP. Ce bilan ne retrouve pas d'anomalie. Donc, ce patient... c'est un cancer de prostate localisé de haut risque. C'est seulement 15% des cancers de la prostate. Donc c'est l'écrasante majorité, je le rappelle, pour les plus jeunes, des cancers de la prostate diagnostiqués sont surveillés. Mais là, on a une forme pour laquelle il n'y a pas de débat, quels que soient les intervenants qui nous font face. Il faut les traiter absolument, puisque ces patients vont mourir de leur cancer de la prostate s'ils ont entre 50 et 70 ans. Le risque de récidive est extraordinairement élevé chez ces patients-là. Donc c'est de cette population de patients dont on va vous parler aujourd'hui dans cette présentation. Alors la nouveauté de l'été, c'est qu'on peut enfin faire des PET-PSMA à ces patients-là. Et aujourd'hui, on n'a pas de preuve absolue. Dans les dernières recos qu'on a écrits avec le CCAFU, on n'a pas pu recommander le PET-PSMA, à la fois parce qu'il n'était pas disponible largement. Je vous rappelle que la procédure jusqu'à présent, c'était de faire un PET-choline, puis derrière, si le PET-choline n'apportait pas d'informations, ce qui était très souvent le cas, de faire le PET-PSMA. Là, maintenant, on va pouvoir faire des PET-PSMA et voir justement si ça modifie ou pas nos pratiques. Mais voilà les informations d'une des études qui a été faite sur le sujet qui vous montre que le PET-PSMA et la tête et les épaules au-dessus, ça marche pas, c'est pas grave, la tête et les épaules au-dessus des autres traitements en termes de précision. Donc on a un nouvel examen à disposition et donc dès qu'on a des patients qui ont un cancer de la prostate à haut risque, moi pour ma part, il me paraît légitime à partir du moment où on va faire par exemple une chirurgie, on va en parler tout à l'heure, de lui faire le PET-PSMA, on a des observations de patients ayant aucune anomalie visible anatomiquement qui ont des métastases diffuses et donc qu'il potentiellement ne faut pas opérer. Et puis on a également des patients qui vont avoir par exemple une localisation métastatique unique quelque part ailleurs. Et là, nos collègues radiothérapeutes pourront peut-être imaginer de pouvoir traiter ces patients-là. Donc c'est vraiment une révolution silencieuse qui s'est faite cet été et dont il faut que vous soyez informés. Vous voyez là une présentation qui était faite sur est-ce que c'est un changement de jeu ? On ne sait pas encore. Il y a de toute façon probablement des changements d'attitude thérapeutique qui vont être permises par cet examen-là, qui n'étaient pas permises auparavant. Donc pour ma part, moi je suis assez certain que ça sera à la fois un examen qui remplace la scintille osseuse, qui remplace le scanner TAP, qui remplace évidemment le PET scan à la colline. Donc je pense qu'en termes même médico-économiques, entre guillemets, on s'y retrouvera. Tout le monde va s'équiper. Je ne parle pas du PET-PSMA thérapeutique, qui est également un sujet passionnant, mais qu'on n'abordera pas dans cette présentation. Ce patient-là n'avait pas eu cet examen-là. Il avait un bilan normal. Et voilà un petit peu la recommandation de la liste de toutes les recommandations de l'AFU. Donc, le traitement le plus standard, c'est l'hormonoradiothérapie. Il faut évidemment le rappeler et insister dessus. Quelle durée d'hormonothérapie ? Entre 18 et 36 mois, on ne sait pas encore dire. Dans les éléments qu'on va voir, il y a une information qui est remontée dans les dernières recos. Noyé au milieu des autres, vous ne l'aviez peut-être pas noté, mais il y a une nouvelle indication de l'acétate d'abiraterone potentielle chez ces patients-là. On va le détailler maintenant. Donc, vous voyez que l'hormonothérapie de première génération a de toute façon sa place dans la radiothérapie.
l'hormonothérapie de deuxième génération a-t-elle une place ou pas? Ce patient-là, en 2017, on a décidé de lui faire une chirurgie de première intention. Alors, la chirurgie peut être proposée quand on a bien expliqué au patient que ça sera un traitement séquentiel. En d'autres termes, qu'il est extraordinairement probable qu'il aura également la radiothérapie derrière, avec l'hypothèse que ces tumeurs très à risque, il faut qu'on aborde le raisonnement qu'on aurait sur un cancer du rectum, de faire la chirurgie, éventuellement qu'on complète par une radiothérapie. Ça n'est pas du tout aberrant, même si aujourd'hui les essais manquent pour qu'on puisse affirmer que ça a réellement un intérêt. Donc voilà, le patient a eu sa prostatectomie. Ça nous amène à réfléchir sur l'émergence de tous ces traitements systémiques dans le cancer prostate localisé de haut risque, que ce soit pour la chirurgie ou que ce soit pour la radiothérapie. Alors, en néoadjuvant avant la prostatectomie, on en discutait ce matin avec Marc Colombel, il y a plusieurs études qui ont semblé montrer des résultats plutôt favorables, alors que historiquement, les plus jeunes ne s'en rappellent pas, mais on a fait plein d'études sur l'hormonothérapie, tous les laboratoires étaient très enthousiastes pour les faire, et on a constaté la totale inutilité de ce traitement. J'insiste là-dessus, il est totalement inutile. Parce qu'un patient a décidé de faire le tour du monde avant sa prostatectomie radicale, de lui faire une hormonothérapie, ça n'apporte aucun bénéfice, ça a été démontré à de nombreuses reprises. Donc il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, moi je vois encore des prescriptions de ce type-là. On les a vues pendant le Covid, j'allais dire la main forcée. Donc en tout cas, on sait que l'hormonothérapie de première génération, toute seule, avec les limites des bilans d'extension de l'époque, ça n'apporte rien. En revanche, les hormonothérapies de deuxième génération, il y a une piste, mais on n'est que sur des phases 2. Cette étude-là est allée encore plus loin. Alors là, on va vraiment au maximum du maximum. On se dit, ben voilà, sur ces formes très agressives, ne faut-il pas rajouter de la chimiothérapie? Alors, c'est une étude qui a été publiée. C'est une étude qui a été faite avant le PET-PSMA. De mon point de vue, il y a une vraie question qui va se poser sur le fait d'éventuellement pouvoir la répéter. Mais par contre, c'est assez complexe d'arriver à répéter des études quand on a déjà une étude comme ça qui a été construite. Mais finalement, cette question de la chimiothérapie associée à des agonistes, en tout cas, on a démontré pour l'instant qu'il n'y avait pas de bénéfice absolument évident, même si sur certains des points de l'étude, il y avait des bénéfices qui semblaient significatifs dégagés en survie globale. Mais on ne peut pas tirer de conclusion de ça, puisque c'est justement pas pour ça qu'était construite l'étude. Donc cette étude-là n'était pas positive. Il y a une étude qui vient de se terminer il y a 15 jours, Marc me l'a annoncé. Donc c'est l'étude Proteus, où là on était avec de l'apalutamide et 2 bras de traitement. Les patients avec l'apalutamide et un traitement anti-androgénique contre les patients avec juste, entre guillemets, le traitement anti-androgénique, donc 6 mois de traitement néoadjuvant, ce qui amène à une question potentiellement sur un retard à la chirurgie dans ces formes à haut risque, même si sur le cancer de la prostate, je vous l'ai déjà dit, on n'a pas un risque majeur. Et puis donc les patients avec la palutamide versus les patients avec juste la prostatectomie radicale. Donc l'étude venant de se terminer, il est probable qu'on n'aura pas les résultats avant un certain temps. Mais en tout cas, voilà, c'est une étude qui est intéressante. Une autre étude qui va débuter, qui est Sugar, qui a un design qui est un petit peu différent, qui est cette fois-ci avec le darolutamide et avec un bras qui est différent, puisque cette fois-ci, on a juste la prostatectomie versus le darolutamide et la prostatectomie radicale et une poursuite du darolutamide. Donc là, effectivement, pour répondre à ta question de ce matin, Marc, tu vois qu'effectivement, la prostatectomie radicale dans un des 2 bras sera probablement faite un petit peu avant. On n'a pas encore eu la mise en place, donc je ne sais pas si on nous demande d'attendre, ce qui me paraîtrait sur un plan éthique un peu discutable, donc je ne pense pas. Et donc on pourra toujours nous dire, est-ce que finalement, les patients qui ont eu le médicament n'ont pas perdu de chance, mais derrière, l'idée c'est quand même de pouvoir mieux traiter ces patients-là, peut-être leur éviter des traitements derrière. Donc je crois que c'est une étude qui est très intéressante. Et donc effectivement, je pense qu'il faut absolument qu'on inclue massivement dans ces essais-là. Voilà. Je vais laisser la parole à Olivier sur les études avec radiothérapie. Bonjour, donc oui, on va enchaîner sur la radiothérapie. Donc tout d'abord, vous rappelez qu'il y a une étude qui a été publiée, qui maintenant fait référence, qui est l'étude de Stampede,
qui s'intéressait aux patients avec des cancers de prostate localement avancés. Donc on est sur du très haut risque. C'est des patients qui étaient soit N+, soit qui avaient au moins 2 des 3 critères suivants, être un T3, un T4, avoir un PSA à 40 ou supérieur à 40 ou un Gleason 8 à 10. Donc dans cette étude, il y avait une association dans un bras, donc ADT plus abiraterone, l'ADT 3 ans, l'abiraterone 2 ans, bien entendu de la radiothérapie, et dans l'autre bras, il y avait juste l'ADT, et il y a un bénéfice clair en faveur de l'abiraterone. Donc aujourd'hui, pour ces patients, très clairement, il faut systématiquement se poser la question d'une biohormonothérapie associée à la radiothérapie, ce qu'on fait de plus en plus. Par contre, il y a différentes études qui sont en cours, ou terminées, mais dont on attend les résultats, qui sont des études particulièrement intéressantes. La première, c'est Atlas. Donc, une étude qui posait la question d'associer de la palutamide à l'ADT plus la radiothérapie. Alors, l'hormonothérapie était faite un peu en néoadjuvant, puis pendant la radiothérapie et continuée ensuite après la radiothérapie. Alors, pourquoi cette étude est intéressante? Parce que elle pose la question de remonter légèrement la ligne, puisqu'on est sur du haut risque et il y a des patients qui ont des hauts risques, des patients qui auront des localement avancés. On n'est pas que sur du localement avancé, ce qui pourrait peut-être à terme permettre de valider l'association d'une biohormonothérapie à la radiothérapie sur des stades un peu moins évolués de la maladie. On a une deuxième étude dont on attend les résultats, c'est Anzarad, donc c'est à peu près la même étude, mais cette fois avec l'enzalutamide, et qui pose une question similaire. Ces deux études, je crois, sont terminées en termes d'inclusion, sont dans le cadre du suivi, mais on attend les premiers résultats avec impatience, nous, radiothérapeutes. Et puis, il y a une étude qui est en cours, qui est l'étude Aladin. Alors, l'étude Aladin pose la question chez des patients qui sont PET positifs, qui sont N+, en PET PSMA de l'indication d'une hormonothérapie. Alors c'est une étude qui est intéressante, notamment parce qu'on a pas mal de patients qui vont être positifs en PET, et quand vous regardez toutes les études précédentes, en fait les N+, c'était des N+, ou des formes localement avancées, mais sur un bilan qui était un bilan standard scanner plus scintigraphie, et finalement on a de plus en plus des patients qui ont juste des micro-adénopathies ou des formes très localisées qui flashent juste en PET, et là se pose la question de savoir si c'est vraiment légitime de faire une association abiraterone plus ADT, et finalement cette étude répondra très certainement à cette question. C'est une étude qui est ouverte, qui est avec les inclusions en cours. Notre patient a une rechute biologique, ce qui arrive très très rarement après la prostatectomie radicale, mais chez lui il n'a pas eu de chance. Donc il a un PSA qui remonte progressivement. Alors vous voyez que c'est quand même assez rapide, puisqu'il y a un PSA qui remonte en gros dans l'année qui suit la prostatectomie radicale, ce qui est quand même pas très bon en termes de pronostic, je vous le rappelle, avec un PSA qui remonte à 0,34. Alors, est-ce qu'il y a des études dans ce cas-là qui posent la question de la place d'une hormonothérapie de deuxième génération, de nouvelle vous avez déjà l'étude Embark. Donc c'est une étude de phase 3 qui pose la question chez ces patients en récidive biologique, donc non métastatique, hormonosensible, de la place d'une association enzalutamide plus ADT versus ADT et versus aussi enzalutamide seul. Alors cette étude, alors dans les critères d'inclusion de cette étude, il y avait soit des patients qui avaient déjà eu de la radiothérapie, soit des patients qui avaient eu de la chirurgie et qui étaient en récidive biologique. Alors ça, c'est peut-être la grosse critique qu'on peut faire à cette étude, parce que je vous rappelle quand même que l'indication première en cas de récidive biologique après prostatectomie, c'est la radiothérapie, et non pas de partir sur des associations d'hormonothérapie. Donc cette étude, on en a les résultats. Toujours est-il qu'elle montre que enzalutamide plus ADT fait mieux que ADT seul en termes de survie sans métastase, et que même Anza seul fait mieux que ADT. Ce qui nous manque, et c'est un peu dommage, c'est qu'on aimerait bien savoir si Anza seul versus Anza plus ADT, s'il y en a un des deux bras qui gagne, mais là, on n'a pas l'information. Ce qu'on peut dire aussi dans cette étude, c'est que globalement le profil de tolérance est bon, et que quand vous associez une hormonothérapie, une NHT à une ADT, finalement vous changez pas beaucoup le profil de tolérance pour ces patients. La deuxième étude, qui elle par contre, moi je pense est beaucoup plus intéressante et qui est en cours, dont on attend les résultats, c'est l'étude Carla 2, qui est une étude qui est du GTUC, qui est menée qui est une étude française au départ, et qui pose la question chez ces patients qui ont une prostatectomie radicale, qui ont une récidive biochimique, mais avec des critères de mauvais pronostic, donc un risque accru de récidive potentiellement même à distance, de faire une radiothérapie, d'associer une hormonothérapie, mais d'associer aussi une NHT qui est la palutamide.
Et donc cette étude est en cours et je crois que ça c'est très intéressant et on en attend avec impatience ces résultats pour voir si finalement, même dans le traitement de rattrapage après prostatectomie radicale, il ne faudra pas renforcer au final l'hormonothérapie avec une bi-hormonothérapie et dans ce cas-là avec de l'APA. Une étude aussi qui est en cours d'inclusion, qui est l'étude ARA-STEP, qui elle pose la question en fait de renforcer une hormonothérapie chez des patients qui ont eu de la chirurgie avec déjà soit un traitement adjuvant de radiothérapie, soit un traitement de rattrapage de radiothérapie, ou pour des patients qui n'ont pas eu qui ont eu la prostatectomie mais qui n'ont pas eu de radiothérapie parce qu'ils étaient unfit. Alors il faudra qu'on précise exactement ce que c'est que unfit à la radiothérapie, mais il y a essentiellement des patients où on hésite peut-être de temps en temps à faire une radiothérapie de rattrapage. Toujours est-il que pour ces patients, la question qui est posée, c'est ADT seul versus ADT plus darolutamide, donc de renforcer à nouveau cette hormonothérapie chez des patients. C'est des patients avec des critères aussi de mauvais pronostic en termes de récidive de la maladie. Donc il y a une étude qui est aussi particulièrement intéressante. Notre patient, donc, finalement, a une radiothérapie. Il a 6 mois d'hormonothérapie. Je vous rappelle que maintenant, c'est dans les critères parce qu'au départ, il était sur des critères de mauvais pronostic sur sa maladie et qu'en plus de ça, il a une récidive précoce de la maladie. Donc, il a une hormonothérapie. Et puis, finalement, sous hormonothérapie, ce patient, en fait, évolue avec un PSA qui continue à monter. Donc, on a une progression de la maladie qui est sous hormonothérapie. Donc, il devient résistant à la castration. Alors, on nous a remis là juste très rapidement la définition de la résistance à la castration, donc avec une testostérone inférieure à 50, une progression biologique, donc avec au moins 3 dosages de PSA à au moins une semaine d'intervalle, avec une augmentation supérieure à 50% du PSA par rapport au nadir, et puis la possibilité aussi dans la définition, rentre aussi les progressions radiologiques pour définir. Voilà l'importance aussi dans ces cas-là de calculer le temps de doublement du PSA qui donne quand même vraiment une valeur sur l'agressivité de la maladie. Alors juste pour rappeler que maintenant, on peut depuis déjà un certain temps faire des PET-PSMA chez ces patients, que nous, quand on les voit arriver en consultation, enfin moi personnellement, je les demande systématiquement, mais il faut juste savoir quand même que ces patients ne sont pas toujours métastatiques, au moins au PET, et qu'il y a quasiment 50% des patients qui n'ont pas d'évolution métastatique à distance, mais qui auront soit rien, des PSA négatifs, et on en voit quand même un certain nombre, soit qui auront une récidive purement locale ou une récidive loco-régionale avec une atteinte ganglionnaire pelvienne. Alors pour ces patients qui ne sont non métastatiques, on a, je vous rappelle, 3 études qui ont été publiées maintenant, qui font foi. Il y a l'étude Spartan, donc qui posait la question, donc ADT, donc de mettre une hormonothérapie, enfin ils sont déjà sous ADT, mais de renforcer le traitement avec de la palutamide. Prosper, même étude, mais en rajoutant de l'enzalutamide. Et Aramis, même étude, en rajoutant du darolutamide. Ces 3 études montrent un gain très clairement en termes de survie sans progression métastatique et montrent aussi un gain en survie sans survie globale avec une diminution de la mortalité qui est entre 22 et 30% en fonction des études et potentiellement des populations incluses dans ces études. Autre message, c'est quand on regarde en termes de qualité de vie, dans ces 3 études, ils montrent que finalement, il n'y a pas vraiment d'altération de la qualité de vie quand on renforce l'hormonothérapie. Donc on est sur un profil de tolérance quand même qui est très bon et qui est très intéressant. Dernier message, toutes ces 3 hormonothérapies aujourd'hui ont l'AMM et le remboursement. Donc après, à chacun de choisir l'hormonothérapie qu'il veut en fonction du patient. Mais on est donc sur un remboursement et une AMM pour ces 3. Donc il faut bien penser chez ces patients à mettre une bi-hormonothérapie. Voilà, je vous remercie. Je laisse la place. Donc un dernier point sur la tolérance de ces traitements, parce que c'est bien joli de vouloir les amener plus tôt dans la prise en charge, mais notamment sur d'abord les modalités de prescription. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un médicament qui est exclusivement réservé aux oncologues médicaux ou aux urologues ayant un diplôme par la VAE ou la formation spécifique transversale d'oncologie. Donc il y a déjà cette problématique de prescription. Vous ne pouvez pas tous prescrire les hormonothérapies de 2e génération. Puis deuxième chose, c'est la tolérance. Donc sur la tolérance, on a initialement eu une sorte de mauvais feeling sur ces médicaments parce qu'on les prescrivait à des patients
qui étaient à la phase de la résistance de la castration historique, après souvent beaucoup de séries de chimiothérapie, et donc il y avait notamment la fatigue qui pouvait être ressentie par ces patients-là, qu'on considérait comme des effets secondaires difficiles. Et puis donc on a les hormonothérapies de deuxième génération qui sont arrivées, d'abord l'acétadabiraterone, puis l'enzalutamide, la palutamide et le darolutamide. Et vous voyez que même si leurs noms sont voisins, il y a une différence fondamentale entre le darolutamide et les autres, qui est une différence de morphologie. Et donc cette différence de morphologie, elle peut avoir un impact non négligeable sur la tolérance du traitement. Et l'hypothèse actuelle, ou parmi les hypothèses actuelles, il y a la démonstration que le darolutamide passe moins la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré dans le darolutamide avec, vous voyez, un passage de la barrière hémato-encéphalique qui est différente. Alors ça, on le connaît bien en neurologie, puisqu'on a ça avec certains anticholinergiques. Et on sait que ça peut avoir un vrai impact, notamment sur les troubles cognitifs et la fatigue, et donc on peut imaginer que ça puisse être l'explication que le darolutamide serait peut-être mieux toléré. En tout cas, voilà une donnée, je dirais, biologique claire. Il y a par ailleurs une vraie différence entre le darolutamide et ses concurrents sur le potentiel d'interaction médicamenteuse. Et ça, aujourd'hui, nos patients sont polymédiqués. Faire une analyse de prescription à chaque patient, c'est quand même relativement complexe. Et donc, j'allais dire que naturellement, pouvoir choisir des traitements qui ont moins d'interactions, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet effectivement, peut-être, de faire moins souvent des erreurs. Alors, je vais vous montrer les résultats d'une étude qui est une étude où on a essayé de comparer justement ces éléments-là et de démontrer s'il y avait ou pas une meilleure tolérance de l'enzalutamide par rapport du darolutamide par rapport à l'enzalutamide et à la palutamide. Donc c'est une étude rétrospective sur 870 patients et le principe c'était de voir combien de patients allaient finalement renoncer à ce traitement par enzalutamide après une durée de suivi. Donc c'est une étude purement aux États-Unis, on n'a pas l'équivalent, me semble-t-il, en France. Et donc, ce qu'on voulait voir, c'était la proportion de patients qui arrêtaient le traitement par hormonothérapie de nouvelle génération. Je pense que c'est très pertinent comme critère pour l'étude. L'étude en elle-même est rétrospective et a le biais que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que c'est une étude sur relativement peu de patients aux États-Unis. Mais là, par contre, en tant que prescripteur, ce qui est sûr, c'est que l'hormonothérapie de nouvelle génération, certains patients se plaignent d'une fatigue, mais très vite, on voit quand on gère le traitement que ceux qui finalement, chez lesquels on fait les manœuvres qui sont recommandées, c'est-à-dire réduire le nombre de comprimés, finalement vont très souvent revenir et se rendre compte que c'est plus un effet secondaire de l'ensemble de l'hormonothérapie qui les gêne que spécifiquement de l'hormonothérapie de nouvelle génération. Donc ce critère-là, moi, il me paraît extrêmement pertinent. Donc combien de patients ont finalement arrêté le traitement? Deuxième critère, alors là, qui est plus discutable dans une étude, surtout avec ce design-là, c'est la proportion de patients qui progressent vers un stade de résistance à toutes les castrations. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est un nouveau stade quasiment. Voilà. Donc ce qu'on a montré dans cette étude, ce qui a été montré dans cette étude, c'est que effectivement, le darolutamide a été moins arrêté que les autres traitements qui étaient prescrits dans cette population, avec une proportion de patients qui avaient les différents traitements qui étaient, on va dire, relativement voisines, et des patients qui avaient des critères qui étaient relativement voisins. Il a également été observé qu'il y avait une probabilité de progresser vers un stade de cancer de la prostate résistant à toutes les castrations qui semblait plus faible avec le darolutamide, mais cela, effectivement, pour vraiment l'affirmer, nécessiterait des essais spécifiquement là-dessus. Les événements indésirables, vous voyez que c'est principalement l'explication, effectivement, le fait qu'il y ait moins d'événements indésirables, c'est l'explication de l'absence d'effet du darolutamide. Donc, est-ce que dans notre prescription en adjuvant ou en néoadjuvant de la prostatectomie radicale, de la radiothérapie, on va observer les mêmes choses, et vu que les protocoles ont été très différents, ce qui est intéressant avec le dernier essai Sugar, c'est qu'on va vraiment avoir le darolutamide, entre guillemets, tout nu,
Et donc, on va voir si effectivement c'est mieux toléré qu'avec d'autres traitements comme ceux que tu as montrés de radiothérapie où les patients avaient l'analogue, le bicalutamide et en plus le traitement par hormonothérapie de deuxième génération. Donc c'est un sujet, moi je trouve, qui est intéressant. Je vous remercie de votre attention.